Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'actu. Réparer plutôt que jeter et remplacer. C'est l'attitude d'un consommateur responsable que nous sommes censés adopter. C'est en tout cas l'attitude que souhaite encourager la Commission européenne qui a présenté la semaine dernière un projet de directive sur la réparabilité de différents produits. Alors que dit cette directive ? Quelles seront les obligations des fabricants dans les prochaines années ? Et que pouvons-nous faire, nous, déjà aujourd'hui, en tant que consommateurs, pour réparer ordinateurs, smartphones, mais aussi peut-être vélos ou cafetières ? Ce sont les questions que nous allons nous poser ce soir. Voilà, et pour répondre, on accueille deux spécialistes de ces questions. Christina Ganapini, vous êtes coordinatrice de Right to Repair Europe, et Jean-Philippe Ducard, directeur du département public affaires de Test Achat, organisation de consommateurs qu'on ne présente plus. Right to Repair Europe, par contre, petit mot de présentation, c'est une fédération européenne, vous êtes présent dans une vingtaine de pays, une centaine d'organisations. Qui représentez-vous ? On représente une assez large diversité de membres. Nous avons des représentants du secteur économique, tels que des start-up qui travaillent dans le reconditionné, dans la réparation, mais aussi des ONG environnementales, parce que la réparation a un intérêt environnemental très poussé. Donc des activistes de la réparation, ça peut inclure des repair cafés, par exemple en Belgique. Absolument. Donc c'est ce genre de secteur-là. Je me tourne vers vous, Jean-Philippe Ducard. Première question pour poser un petit peu le décor. La réparation aujourd'hui, on peut être tous convaincus que c'est utile. Ça reste difficile ? Très difficile. Je dirais d'abord que de manière générale, en ce qui concerne la réparation, le recyclage des appareils, voire leur remplacement, les consommateurs se disent assez mal informés. Donc on a réalisé une enquête il y a quelques semaines que près d'un consommateur sur 3 dit je ne connais pas bien ce que je peux faire, quelles sont les informations qui sont disponibles. Donc il y a beaucoup d'efforts déjà à faire et nous avons lancé quelques campagnes et participé à quelques programmes à ce sujet, justement pour informer et sensibiliser les consommateurs. Donc, quand on parle de la réparation, je dirais que c'est encore plus compliqué. Et donc, effectivement, il y a un manque d'informations, il y a un manque de repères. On achète, et puis il y a le problème financier, je dirais, économique. C'est-à-dire que la réparation va coûter beaucoup plus cher. On a les exemples classiques des téléviseurs, une réparation à 700 ou à 800 euros. Vous avez vite fait le compte, vous allez peut-être trouver un téléviseur un peu moins cher, peut-être un peu moins rutilant, mais moins cher qu'une réparation. Et donc ça, évidemment, ça décourage la lutte contre l'obsolescence. Christina Ganapini, vous avez peut-être une vision européenne. Est-ce qu'on est des bons ou des mauvais élèves en Belgique sur ce problème de la réparation ? J'ai noté un chiffre, 160 000 tonnes d'électroménagers qui, en Belgique, partent tous les ans à la casse. Est-ce qu'on est des bons ou est-ce qu'on est des mauvais élèves ? Je dirais qu'en Belgique, quand même, on voit qu'on a un développement d'un indice de réparabilité. On voit qu'il y a des petites choses qui essayent de bouger. Donc, on voit quand même un intérêt pour la réparabilité en Belgique. Pourquoi est-ce que c'est important ? Cette notion de réparabilité, c'est quoi ? C'est pour des considérations environnementales ? Je dirais que c'est pour tout un tas de considérations. C'est pour des considérations environnementales, sûrement, parce qu'on sait que vraiment la plupart de l'impact environnemental d'un objet, on parle souvent de produits électroniques, se fait au moment de la production de celui-ci et non pas durant l'utilisation. Donc le fait de rallonger sa durée de vie a un impact environnemental très important. Mais il s'agit aussi des droits des consommateurs parce que je pense que personne aime continuer à racheter ce qu'on a déjà à la maison. Ouais, Christina Ganapini vient de mettre le doigt sur ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Il y a vraiment des réparateurs qui se débrouillent pour qu'au bout de X temps, leur appareil tombe en panne ? Et surtout des fabricants. Ou c'est difficile des fabricants ? Oui. Ou est-ce que c'est difficile à prouver, ça ? Alors, ça reste difficile à prouver. Néanmoins, on a notamment au niveau européen des directives en matière d'éco-design, donc l'éco-conception des appareils. C'est la preuve, je dirais, presque par l'absurde, qu'il fallait faire quelque chose et que les fabricants n'étaient pas toujours bienveillants par rapport à l'obsolescence, par rapport à la durabilité de leurs appareils. Et donc c'est clair qu'avec le temps, on a quand même démontré que certains appareils tombaient un peu trop facilement en panne. Ça, c'est le premier aspect. Et deuxièmement, qu'ils étaient surtout difficilement réparables. Et c'est là que l'obsolescence, quelque part, apparaît. C'est qu'en étant difficilement réparable, que faites-vous ? Vous mettez ça de côté, vous le mettez au conteneur à déchets et vous en achetez à nouveau. Et donc, on a créé comme ça cette obsolescence prématurée qui, en soi, est devenue
au fil du temps peut-être moins scandaleuse, mais elle existe. Culturellement acceptée. Il y a quand même une demande et un marché de la réparation. Je vous propose qu'on regarde un reportage. Ça concerne la réparation des GSM avec une initiative d'un réparateur dans le domaine privé en région bruxelloise. C'est un reportage de juillet 2022 réalisé par Sabine Riguelheim et Frédéric Dehainaut. Bonjour, voilà, je vous appelle concernant votre iPhone 7. Voilà, c'est pour vous dire qu'on a réglé le problème du Wi-Fi et que vous pouvez venir donc le récupérer à votre meilleure convenance. La porte est fermée, mais c'est ouvert. Dans le fond de son magasin, Jérémy continue de travailler. Sur un ordinateur ou un smartphone, le geste est précis et minutieux. En cette période de confinement, ces services de réparateurs sont considérés comme essentiels. On est en plein confinement. Son smartphone, c'est son seul moyen de communication avec le reste du monde. Son ordinateur, c'est pour faire du télétravail, donc il faut impérativement que ces outils soient 100% opérationnels. Pour éviter les contacts, il travaille sur rendez-vous. Jamais 2 personnes en même temps dans le magasin. Il a aussi pensé à une petite astuce. Pour respecter la distanciation sociale, on demande aux clients de mettre leur téléphone dans la mesure du possible dans un petit papier bulle, de le glisser dans la boîte aux lettres et on le récupère par la suite, comme ça pas de contact. Depuis quelques semaines, les clients se comptent sur les doigts d'une main. Et donc il s'est éteint subitement sans raison. Je ne sais plus l'allumer, ni le charger, ni rien du tout. Pour chacun d'eux, c'est le soulagement quand ils trouvent le magasin ouvert. On est en période de confinement. On a quoi ? On a la maison, on a le GSM, on a toutes nos applications. Maintenant, son téléphone, on n'est plus joignable, on ne sait plus joindre qui que ce soit. Bon, donc c'est assez compliqué, quoi. Évidemment, le service est réservé aux réparations urgentes. Pas question de venir pour un petit achat ou une question pratique. Voilà, donc c'était pas un reportage de Sabine Riguelheim, mais de Thomas Dufrane, si j'ai bien reconnu la voix. Un petit mot sur ceux qui réparent. Là, on voit un réparateur privé. Il y a les Repair Cafés. C'est un secteur qui, économiquement, est amené à prendre de l'importance ? Tout à fait. On le voit d'ailleurs dans plusieurs pays européens, là où on essaye de promouvoir la réparation, aussi parce qu'il y a une demande de la part des consommateurs. On voit que le secteur, il prend tout de suite de la vitesse. Ça veut dire que ce ne sont pas les vendeurs qui réparent ? Ce peuvent aussi être les vendeurs qui réparent, ça peuvent être les fabricants qui réparent, mais nous, on considère que pour rendre la réparation accessible en termes de prix, il faut un marché ouvert de la réparation. Il faut que les consommateurs puissent aller voir les réparateurs qu'ils préfèrent. Et qu'il y ait un peu de concurrence pour jouer sur les prix. Alors je vous propose qu'on rentre quand même sur l'essentiel de ce débat qui concerne la proposition présentée par la Commission européenne. C'était le 22 mars, donc il y a un peu plus d'une semaine. Proposition qui donc devrait s'appliquer à l'ensemble du territoire européen. On essaye de faire le détail avec vous, Jean-Philippe Ducard. La première, ce serait l'obligation, pendant le délai légal, pour un fabricant, de réparer plutôt que de remplacer, à une exception, c'est si la réparation est plus chère que le remplacement. C'est un avantage pour le consommateur ou pas ? Alors, ça devrait être un avantage. En tout cas, ça doit pousser les fabricants à mettre sur le marché des produits qui soient réparables. Puisque par priorité, on va devoir s'orienter vers une réparation plutôt qu'un remplacement ou un objet totalement neuf. Donc, ça doit être un avantage. C'est un beau principe, mais il faut le concrétiser et on verra si c'est possible. On a parlé tout à l'heure justement de l'accès économique ou financier à la réparation. Alors, quand on dit pas de réparation si c'est plus cher qu'un remplacement, bien évidemment. C'est très théorique. Donc il faudra vraiment qu'on donne surtout la possibilité aux consommateurs de voir ce qu'on vous doit réellement réparer, la transparence qu'on peut faire autour de cette réparation. Donc il faudra donner plus d'informations aux consommateurs si on veut que ce droit à la réparation soit véritablement opérationnel. Ouais, donc droit à la réparation pendant la garantie légale. La garantie légale, ça dépend du produit. Donc c'est 2 ans. C'est 2 ans. 2 ans. Maintenant, il y a des discussions. Est-ce qu'on ne doit pas étendre pour certains produits, et seulement pour certains produits, la durée de la garantie légale ? Ça, c'est un débat qui reste malheureusement ouvert, ou heureusement ou malheureusement ouvert. Et donc ça, c'est à voir. Mais par exemple, une machine à laver, on ne peut pas la comparer nécessairement à un smartphone, et un smartphone ne peut pas la comparer à une brosse à dents. Donc ça, c'est aussi dans le texte de la Commission européenne, c'est qu'au-delà de la garantie légale, pour 5 ans à 10 ans, ça c'est encore un petit peu à discuter, il y aurait quand même l'obligation de proposer une réparation pour ce type de produit que vous venez citer. Et que les informations soient disponibles, donc tout à fait. Le producteur sera obligé d'examiner les options de réparation. C'est le résumé qu'a fait Didier Reynders, le commissaire en
charge la protection des consommateurs. C'est un bon résumé de ce qui est sur la C'est table. un résumé, oui, tout à fait. Et il y a aussi la problématique des pièces de rechange, aussi de la mise à disposition des pièces de rechange pendant une durée suffisamment acceptable pendant la durée de vie de l'appareil. Ouais. Alors, vous êtes plutôt critique dans votre fédération, Madame Ganapini. Vous dites que ça va dans le bon sens, mais ce n'est quand même pas révolutionnaire ni extrêmement courageux, ce que propose la Commission européenne. Tout à fait. À notre avis, ça ne va pas assez loin parce que, par exemple, si on regarde cette obligation de réparer pour les vendeurs, si ce n'est pas plus cher, ça, c'est précisément le problème. C'est trop cher de réparer. Donc, c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Et pour que ça soit moins cher, on ne peut pas rester toujours dans les réseaux des réparateurs agréés par les fabricants et rester toujours dans les réseaux des fabricants. L'autre obligation pour les fabricants à réparer. Encore une fois, on n'a aucun dispositif qui fait en sorte que le prix soit abordable. Parce que si les fabricants continuent de proposer des options de réparation qui sont plus chères qu'un remplacement, quel consommateur va choisir cette option? En outre, on a tout un tas de techniques anti-réparation à travers des logiciels, à travers de maintes de pratiques, et elles sont tout à fait permises, alors qu'elles devraient être interdite. Donc, il y a encore beaucoup de boulot. C'est-à-dire des techniques qui permettent de faire tomber en panne une machine? C'est ça que vous êtes en train de dénoncer? C'est pas de ça que je parle. Je parle, par exemple, de ce qu'on appelle la sérialisation des pièces détachées. C'est-à-dire, par exemple, on a 2 dispositifs cassés et on veut en faire un qui marche. Eh ben, on ne peut pas un petit peu déplacer les pièces détachées parce que le software ne va pas les reconnaître, alors que c'est des pièces originales, par exemple. Donc, imaginez dans un magasin de réparation à quel souci cela amène. Dans la proposition de la Commission, il y a l'idée de créer des plateformes en ligne où on pourrait enregistrer tous les réparateurs et où le consommateur pourrait contacter un réparateur. Ça va dans le bon sens, ça, Jean-Philippe Ducard? Je pense que ça va dans le bon sens, mais je reviens sur ce qui vient d'être dit, c'est qu'effectivement, il faut créer un marché de la réparation, où les petits réparateurs doivent avoir leur place, où la possibilité de réparer soi-même doit aussi avoir sa place. C'est quelque chose dans lequel on croit très fort. Le consommateur est vraiment responsable de sa consommation, de la réparation éventuelle. Et donc, revenir aussi en amont, donc pas seulement en aval au moment du droit à la réparation, mais en amont, c'est-à-dire concevoir les produits de telle manière qu'on puisse les réparer. Et ça, c'est capital. Aujourd'hui, il y a trop d'obstacles, on les a évoqués, mais les obstacles, les exemples classiques de la batterie qui est scellée dans le smartphone ou de la carte mère qui est scellée sur la batterie dans un PC, ce sont des choses qui empêchent la réparation et donc qui ont un coût et qui font que la réparation n'est ni accessible techniquement, mais encore moins financièrement. Oui, je reviens sur cette idée de plateforme en ligne avec la liste des réparateurs, c'est important. Le public, il a du mal à savoir où il peut faire réparer tel ou tel objet aujourd'hui ou pas? On peut dire que ça va aider, mais encore une fois, ce n'est pas l'obstacle principal. L'obstacle principal à la réparation, ou l'un des obstacles, reste le prix, une conception des produits qui ne permet pas un désassemblage facile, et ces techniques qui entravent ou empêchent carrément la réparation. Donc, on ne s'attaque pas au problème principal. Bon, si je vous entends bien tous les deux, on est dans du curatif, on n'est pas assez dans du préventif, et il faudrait peut-être qu'au-delà de ce droit à la réparabilité, on s'intéresse aux conditions de fabrication et que ça relève peut-être d'une autre directive. Ça relève d'autres dispositifs, effectivement, oui, tout à fait. On a une possibilité d'avoir une législation européenne sur ça aussi, où on peut imaginer des législations. Il y a déjà des législations à la fois d'éco-conception, éco-conception qui est devenu un concept d'éco-design. L'éco-conception, au départ, c'est uniquement les impacts sur l'environnement, la consommation d'énergie, ainsi de suite, mais l'éco-design est plus global, et notamment doit intégrer la possibilité de permettre la réparation, et ça c'est vraiment on arrive à l'imposer important. à des industriels européens, mais aussi qui peuvent venir des États-Unis, d'Asie, etc. Ce sont des standards qu'on doit développer au niveau international, effectivement, mais lorsqu'un produit rentre sur le marché, il doit correspondre aux standards et en tout cas au niveau d'exigence imposé par l'Union européenne. Alors, je voudrais qu'on parle maintenant d'un indice de réparabilité. Ça existe en France depuis 2021. Je vais me tourner vers nous, Madame Ganapini. Comment ça marche en France, cet indice de réparabilité? Il y a une note sur 10.
plus on a une bonne note, plus le produit est réparable, c'est ça? C'est ça. On a plusieurs critères qui, mis ensemble, nous donnent un peu à coup d'œil la réparabilité d'un produit. C'est une proposition qui est vraiment très récente, en France aussi, mais on voit que les consommateurs ont déjà une certaine connaissance de l'indice et que ça peut être une bonne idée. Nous, on aimerait bien voir ça à niveau européen aussi et sur une vaste gamme de produits. Pour l'instant, à niveau européen, on a une proposition dans ce sens, mais qui est encore en train d'être développée pour les smartphones. Mais malheureusement, nous avons une grosse lacune. Le prix, encore une fois, le prix des pièces de réchange n'est pas dans la proposition d'indice de réparabilité européen. Ouais, mais même en France, c'est un petit peu contesté par les associations de consommateurs. Parce qu'il y a 2 points, par exemple, si l'appareil est démontable, 2 points s'il y a un mode d'emploi, etc., etc. Et on peut arriver à un score de 8 sur 10, alors qu'en fait, ce n'est pas réparable. Ça veut dire que l'indice doit être un petit peu revu? Tout à fait, c'est une proposition encore très récente. Et on peut tout à fait utiliser l'expérience française pour toujours améliorer et toujours le rendre plus efficace. Par exemple, on ne peut pas avoir des différents critères qui se compensent alors qu'on a besoin, il est vraiment essentiel d'avoir des bonnes notes sur tous les critères pour que ça soit effectivement réparable. Et encore une fois, si on ne sait rien sur le prix de la réparation, on ne voit pas comment ça va changer les choses en pratique. Donc ce serait utile, cet indice de réparabilité, Jean-Philippe Ducard, mais peut-être pas comme les Français, il faut l'améliorer un petit peu. Oui, ça vient d'être dit, il faut bénéficier de l'expérience française pour aller vers un mieux, une situation peut-être améliorée. Il y a un élément important aussi, en tout cas dans le projet tel qu'il est sur la table en Belgique pour le moment, c'est qu'on donnerait aussi des informations sur la durabilité, donc la durée de vie de l'appareil. Donc ça aussi, c'est un élément qui est demandé par le consommateur. À nouveau, je ne trahis personne en disant que les consommateurs sont demandeurs d'informations sur la durée de vie des produits. Et donc, ça permet aussi d'améliorer la situation, d'intégrer ça dans un indice de réparabilité et d'avoir un score. On a plaidé pour, il y a des dizaines d'années, pour les labels énergie, et ça marche plutôt bien. On vient de le réformer d'ailleurs et on a encore affiné le système et je pense qu'on est arrivé à un bon niveau d'information pour le consommateur. On a le Nutri-Score en matière d'alimentation, c'est aussi un score agrégé des algorithmes que l'on parfois utilise. Contesté aussi. Contesté, mais nous pensons que c'est une bonne base. Eh bien, je pense que l'indice de réparabilité permettra aussi d'aider le consommateur. Cet indice de réparabilité, c'est la ministre de l'Environnement, Zakia Khattabi, qui porte le projet. Je sais que dans le milieu industriel, notamment du côté d'Agoria, la fédération du secteur de la technologie, on n'était pas ravis de l'idée. Ça va arriver, ça ne va pas arriver, ça coince, ça devrait revenir tranquillement dans les prochaines semaines au Conseil des ministres. Ça devrait revenir incessamment sous peu, comme on dit, au Conseil des ministres. En tout cas, le projet il a été finalisé au sein du cabinet Khattabi. On a participé, nous, à des concertations sur le sujet. On a remis des notes, justement, pour tenir compte de l'expérience française. On a aussi commencé à tester l'indice de réparabilité au niveau européen avec d'autres organisations de consommateurs. Et ça fonctionne quand même bien parce que les consommateurs commencent à prendre conscience de l'intérêt de l'indice et donc de l'intérêt de la réparation aussi. Donc c'est une prise de conscience et on doit aller dans ce sens-là. Christina Gabi, c'est important que les règles soient les mêmes pour tout le monde dans l'Union européenne ? Absolument. C'est puissant si on a les mêmes règles à niveau européen parce qu'on a vraiment le poids pour influencer les chaînes de valeur, la production à niveau global. On peut aussi inspirer d'autres actions politiques, législatives ailleurs. Oui. Et en outre, on voit, par exemple en Belgique, mais c'est la même chose en Allemagne, dans d'autres pays qui regardent l'exemple français, par exemple, dans l'indice de réparabilité et voudraient aussi aller dans ce sens, mais attendre un petit peu le niveau européen. Donc c'est très important d'être ambitieux à niveau européen. Alors, je voudrais qu'on voit un deuxième reportage et puis on en parle juste après. Donc tâton dérailleur ici. Et je vais l'utiliser pour donner du mou à la chienne, tu vois là. Le vélo d'Elio faisait de drôles de bruits. Alors avec sa maman, ils ont décidé de demander conseil à un réparateur. Une véritable aubaine. On a eu la chance d'être avec cette dame qui prend le temps d'expliquer à mon fils comment fonctionne le vélo et faire les réglages avec lui. C'est lui qui fait les réglages et je suis vraiment contente de cette expérience. Une chaîne qui déraille, un dérailleur grippé, un pneu dégonflé. Toutes ces petites réparations peuvent être faites sur place gratuitement. Mais parfois, ça coince. Et il va être obligé d'aller dans un magasin
parce que j'ai pas les pièces, c'est un vélo haut de gamme. Donc il va être obligé. 16 réparateurs venus d'associations ou d'ateliers indépendants proposent leurs services. Les rendez-vous se succèdent, même s'il n'est pas toujours simple de trouver l'origine du problème. Je trouve ça assez intéressant d'essayer de comprendre d'où vient le problème et d'aller à la source et pas juste traiter la conséquence. Et donc j'aime bien ce petit côté diagnostic comme ça, un peu médecin, le médecin du vélo. Le médecin du vélo, c'était un reportage de Jean-Christophe Peuzès en 2020, on est en plein dans le Covid-19 à ce moment-là, et c'était à l'occasion des Repair Bike Day, c'était tourné à Kuckelberg. J'ai voulu ce sujet, Jean-Christophe, j'ai voulu ce sujet, Jean-Philippe Ducard, pour qu'on parle du domaine, parce qu'on a beaucoup fait référence à l'électroménager là pendant 20 minutes. Est-ce que c'est que l'électroménager qui est un problème, ou est-ce que les vélos, et peut-être demain les voitures électriques, pour prendre un autre exemple, ça va aussi devoir passer par ces directives européennes? Pour l'instant, ce ne sont que des projets de directives, elles ne sont pas encore applicables, ces directives européennes sur la protection du consommateur et la réparabilité? Non, ça devrait concerner d'autres appareils que uniquement l'électroménager. Notamment, on prend toujours les exemples classiques, évidemment, qui parlent à tout un chacun, les smartphones, la machine à laver. Non, ça devrait concerner aussi, par exemple, les vélos, et spécialement les vélos électriques, qui sont parfois difficilement réparables. Et je voudrais justement souligner que sur le marché du vélo, vous avez le bas de gamme, et vous avez le haut de gamme de l'autre côté. Le haut de gamme, on vient de dire dans le reportage que c'était difficile de trouver les pièces ou qu'il y a des pénuries sur les pièces, il y a des problèmes d'acheminement, il y a des problèmes aussi de pouvoir les remplacer et les utiliser. Et dans le bas de gamme, c'est pire, c'est que les réparateurs nous disent c'est pas possible de réparer. Donc voilà, ce sont des vélos qui sont faits dans des contrées très exotiques, qui arrivent sur le marché belge et qui ne correspondent à aucune obligation en matière de réparation et d'obsolescence quelque part. Donc là, il y a du travail à faire aussi pour d'autres appareils, mais aussi donc, pour les vélos, pour les voitures et ainsi de suite. Ouais. On parlait d'éco-design tout à l'heure. C'est important pour vous aussi d'insister sur cette notion-là? C'est très important d'insister sur cette notion aussi parce que malheureusement, pour l'instant, les règles d'éco-design qui sont très importantes ne couvrent que vraiment une liste très limitée de produits. Et je vais tout à fait dans le même sens. On a besoin que ça soit beaucoup plus large pour que ça couvre vraiment tout ce qu'on a à la maison. Pour l'instant, on a 8 catégories de produits qui sont couvertes. On a besoin d'aller beaucoup plus loin. Alors, on va juste proposer une publication de Test Achat. Je répare, ça repart. C'est un petit document que vous avez sorti sur la question, Jean-Philippe Ducard. Oui, c'est assez récent. C'est un guide dans le cadre d'un projet européen, justement, chez Repair. On est fort soutenu par la Commission européenne pour ce genre de choses. C'est le 3e projet qu'on mène à bien avec la Commission européenne sur la réparabilité, sur l'obsolescence. Et vous pouvez le télécharger sur notre site tout à fait facilement et surtout gratuitement. Et alors, on va citer le site de votre organisation, Madame Ganapini, c'est repair.eu. Tout à fait. C'est plus simple que ça, on ne peut pas trouver. Exactement. Merci beaucoup Jean-Philippe Ducard pour Test Achat et Christina Ganapini pour Right to Repair Europe. Merci d'avoir été avec nous. Demain à 17h, vous avez rendez-vous avec Stéphanie Meyer qui présentera le plus d'actu du vendredi. Et ce sera avec Silche Van Acter, qui est la chef de groupe NVA au Parlement régional bruxellois, qui est aussi la présidente de la commission Uber Files, qui est en train de conclure ses travaux pour l'instant. Vos questions à Silche Van Acter, à plusdactu@bx1.be par mail ou sur les réseaux sociaux de BX1. Et puis demain matin, dans Bonjour Bruxelles, on recevra notamment Marc-Jean Gaissels, député socialiste bruxellois, qui participe aux travaux de cette commission Uberfiles, et Sven Gatz, qui est le ministre du budget de la région bruxelloise. Continuez à bien vous informer et à demain.